Au démarrage de cette séance, que nous respections une minute de silence pour les victimes du nouvel acte de terrorisme qui vient de frapper la ville de Strasbourg et bien sûr tout notre pays. Nous sommes tous des Strasbourgeois depuis avant-hier soir. Merci. Je vous remercie. Des orientations budgétaires votées il y a un mois au budget que nous examinons aujourd'hui, il y a un continuum, celui d'une région qui à la fois voit loin et soutient ses habitants et ses territoires. J'y reviendrai car, après avoir observé une minute de silence, en solidarité avec les Strasbourgeois durement éprouvés, je veux m'arrêter un instant sur la situation nationale. La colère exprimée par les Gilets jaunes est pour moi une colère légitime. Je regrette, bien sûr, qu'elle ait débordé et engendré des actes de pillage, maintenant une mort d'homme. Mais il est difficile d'imaginer une colère légitime qui ne débouche pas sur de la violence. Depuis trop longtemps, les politiques publiques, singulièrement celles de l'État, ont ignoré les hommes et les femmes qui travaillent et malgré cela ne parviennent pas à terminer leur fin de mois. Travailleurs pauvres, disait-on il y a 30 ans. Et parmi eux, une catégorie de plus en plus nombreuse est elle aussi massivement peu reconnue, celle des femmes qui élèvent seules leurs enfants. C'est la question du coût de l'essence et de la taxe carbone qui a été la goutte d'eau déclencheuse, posant la question du coût d'utilisation d'un véhicule quand on n'a pas d'alternative de transport public, notamment en milieu rural et périurbain. Dans cette France périphérique qui représente 55% de la population de notre pays. Il nous faut trouver des ressources pour rentrer dans une société moins carbonée et donc plus respectueuse de notre climat et de l'environnement. Mais on ne peut pas s'adresser de la même façon à ceux dont les revenus ne les amènent pas à compter en fin de mois et ceux qui ne parviennent déjà pas à faire face à leur fin de mois. Pas d'écologie sans solidarité. Pas d'opposition non plus entre gilets jaunes et marches vertes qui se multiplient en ce moment car nos concitoyens sont de plus en plus sensibilisés aux questions du réchauffement climatique. Cette question des mobilités en milieu rural et périurbain, nous l'avons en tête. C'est elle qui nous mobilise à pousser les feux d'expérimentation que nous pourrions initier sur des territoires ruraux afin de développer dans les mois qui viennent des plateformes numérisées destinées à proposer du covoiturage organisé. Mais en attendant, la crise nous oblige. L'État est interpellé, en premier lieu. Mais chaque responsable a le devoir de se mobiliser pour son pays. Et c'est pour cela que j'ai pris les moyens d'initier, avant toute consultation nationale ou territoriale voulue par le national, une réflexion sur cette question de mobilité en milieu rural, en vue d'actions que nous pourrions voter au printemps. D'une part, l'idée d'un ticket mobilité, à l'instar d'un ticket restaurant, sans charge sociale.
Les organisations patronales y sont ouvertes. D'autre part, je suis convaincue qu'il nous faut renforcer tous les niveaux de partenariat entre collectivités pour ensemble innover socialement sur ces questions. C'est pourquoi j'ai saisi la CTAP avant-hier pour que nous engagions un travail précis sur cette question de parvenir à des mobilités plus solidaires en milieu rural et périurbain, par des aires de covoiturage, par du transport à la demande, revu, intensifié, etc. Les mesures issues du travail que nous avons lancé à cette CTAP qui regroupe tous les niveaux de collectivité, les maires ruraux, les villes moyennes, les villes plus grandes, les agglomérations, les départements et la région avec l'État, puisque j'avais demandé à monsieur le préfet de région de co-présider avec moi cette CTAP, eh bien, ces mesures devront être concrètes dès le printemps prochain. Et elles pourront l'être si nous savons nous mobiliser collectivement. Pour moi, nous le devons. La solution n'appartient pas à un seul niveau de collectivité. Il doit y avoir une coopération territoriale exemplaire, celle que la gravité de la situation que nous connaissons exige. À ces mesures qui auront été travaillées entre collectivités et avec les acteurs économiques et bien sûr aussi les partenaires sociaux, j'ajouterai des propositions concernant notre seule collectivité. D'une part, une aide à la mobilité pour les demandeurs d'emploi qui suivent une formation financée par la région. Et puis, une autre mesure pour le pouvoir d'achat, une intensification des mesures de tarification sociale dans nos lycées. Alors, bien sûr, j'en viens aux tarifs d'abonnement dans les TER que nous vous avons proposés à la dernière Assemblée. Sur ce sujet, je veux tenir un langage de responsabilité. Une double responsabilité. D'abord, oui, la responsabilité, c'est d'assumer, nous avons voté des hausses de tarifs qui s'expliquent pour plusieurs raisons. Pas d'augmentation depuis 4 ans. Connaissez-vous des services dont les prix n'augmentent pas, au moins au niveau de l'augmentation du coût de la vie? Nécessité d'harmoniser sur toute la région des tarifs très disparates et du coup très injustes, car des usagers pouvaient faire des déplacements d'une longueur identique et payer des billets très différents. Par ailleurs, vous le savez tous, nous avons voté avec ces nouveaux tarifs des services nouveaux, supplémentaires pour les usagers, avec notamment des remboursements en cas de retard et de suppression de trains. Je voudrais rappeler aussi qu'au fur et à mesure des années, le coût pris en charge par la région est de plus en plus important. Donc, pour l'usager, il est progressivement diminué. Il était de 32% il y a 10 ans, il est de 25% aujourd'hui. On parle aussi beaucoup d'augmentation, mais naturellement, on ne parle pas des baisses, alors que les baisses sont aussi importantes que les augmentations. On a beau retourner la question dans tous les sens, si ce n'est pas l'usager qui paie, qui est-ce? Au bout du compte, c'est forcément le contribuable. Et d'ailleurs, j'en profite dans le contexte national pour dire aux tenants du plus d'impôts, pas d'impôts, essayez donc sans impôts. Sans conteste, ce seront les plus modestes et les classes moyennes qui en souffriront. Alors, ceci dit, ma responsabilité, notre responsabilité, c'est aussi d'entendre les réactions à ces hausses, d'en tenir compte dans ce contexte de tension nationale exacerbée sur le pouvoir d'achat. Aussi, ai-je demandé à la SNCF d'instaurer un mois gratuit pour tous les abonnés mensuels et annuels et 2 mois pour les abonnés annuels connaissant les plus fortes hausses. De plus, nous ne procéderons pas à la hausse de 2% qui était prévue sur toutes les destinations
au 1er janvier 2020. Cela coûtera 1 million d'euros à la collectivité, mais cela s'ajoutera aux mesures que nous voterons au printemps prochain pour le pouvoir d'achat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, je vous proposerai demain un rapport nouveau à destination des agents de la région, afin qu'une prime exceptionnelle leur soit versée. 200 € pour les salaires dont l'indice est inférieur à 400, 150 pour les indices compris entre 400 et 600, et 100 € pour l'indice de 600 à 800 €. Et nous demanderons à l'État l'exonération des charges sociales et patronales sur cette prime dans le sillage des annonces faites par le président de la République pour les salariés. Alors revenons au budget. Il vous sera détaillé dans sa structure et par politique publique par toute mon équipe, que je remercie aussi chaleureusement pour le travail effectué tout au long de l'année. C'est le budget des engagements tenus. C'est aussi le premier budget consolidé post-fusion. Il intègre à la fois l'énorme travail d'harmonisation des politiques publiques et les transferts de compétences en année pleine. En cela, il témoigne de la puissance augmentée de notre collectivité, en particulier pour l'effort d'investissement. La vocation de la région, elle est double. Voir loin, voir près. Voir loin, préparer l'avenir. C'est la mission historique de la région. Et nous sommes au rendez-vous de cette mission-là. À l'agenda de 2019, nous trouverons le SRADET pour l'aménagement du territoire, la SCORAN pour l'aménagement numérique, qui chacune ont vocation à servir de repère pour l'ensemble des acteurs sur l'ensemble du territoire. Sans en faire un enjeu à caractère prescriptif formel, les conditions de concertation pour leur élaboration et de consultation pour leur approbation en font des repères utiles à tous pour ouvrir une trajectoire de cohérence aux politiques publiques structurantes. Bien évidemment, la région prépare l'avenir avec les forces économiques de la Bourgogne-Franche-Comté, le soutien aux filières, la réalisation d'audits pour les exploitations agricoles, l'engagement pour l'industrie, pour les aider à fiabiliser leur modèle économique à long terme, nos interventions au titre des actions collectives, des pôles de compétitivité, des clusters, des accélérateurs aussi, sont déterminantes et attendues. En écho, notre accompagnement de la recherche et de l'enseignement supérieur est consubstantiel au devenir de notre territoire et de son développement. L'appel à projet recherche qui apporte au laboratoire 15 millions par an, complémentaires aux moyens dont ils sont dotés par l'État, et le volet enseignement supérieur des contrats métropolitains, qui prévoit plus de 50 millions d'investissements, en sont la preuve. La région contribue à l'avenir avec la transition énergétique plus que jamais nécessaire pour une planète durablement habitable à travers ses nombreux dispositifs dans le domaine. Les investissements sur du matériel roulant, d'une durée de vie de 30 à 40 ans, la mise en service d'un calculateur d'itinéraire, intégrant tous les modes de déplacement en Bourgogne-Franche-Comté, préfigurant un achat intégré, tout mode de transport, constitue un volet majeur de cette transition. La politique d'efficacité énergétique des bâtiments et l'éco-conditionnalité des aides associées, par ailleurs, en est le pendant. La transition écologique, c'est également un enjeu d'avenir, au service duquel la création en 2019 de l'Agence régionale de la biodiversité contribuera largement, avec notamment pour mission de faire de la biodiversité un enjeu de développement économique et d'emploi, pas simplement de préservation de l'environnement.
Le maintien d'emplois non délocalisables est une préoccupation constante. La définition d'un plan d'action en faveur de l'économie de proximité et sa forte implication en faveur du tourisme y apporteront des réponses appropriées. Le financement d'infrastructures est évidemment au rang des priorités d'avenir. Notre contribution au financement des travaux routiers structurants est justifiée par la recherche de la sécurité pour nos concitoyens. Avec les infrastructures ferroviaires, les lignes, les gares, nous sommes au cœur de nos compétences directes. La régénération des petites lignes, comme l'accessibilité des gares, nœuds d'intermodalité prioritaires, ou encore les pôles d'échange multimodaux, constituent une priorité évidente. À ce titre, vous savez combien je suis heureuse de l'aboutissement du chantier Belfort-Del. Nous avons inauguré cette ligne il y a quelques jours. C'est suffisamment rare pour que nous en tirions une légitime fierté. Rare de rouvrir des lignes dans notre pays. Là encore, un tel investissement regarde l'avenir jusqu'au siècle prochain. Cette satisfaction ne me conduit pas à affaiblir ma détermination pour la poursuite des travaux sur le Rhin-Rhône. Les audits, les commissions, les rapports n'y feront rien. Je plaiderai toujours pour cette nécessaire fin de réalisation de notre ligne. Ne nous y trompons pas, cela ne concerne pas que l'Est de notre région. Sans les segments Belfort-Mulhouse et Genlis-Dijon, nous risquons un contournement de notre région par l'offre du TGV Est et de ne jamais profiter des relations à fort potentiel des bassins méditerranéens et rhodaniens avec le bassin rhénan. Sur le stade des infrastructures, je ne peux m'empêcher d'alerter fortement et à nouveau SNCF Réseau, qui n'intervient pas sur le Jura à la hauteur des besoins et des attentes de ce territoire qui subit une vraie double peine, avec les retards de modernisation sur la ligne du Revermont et la fin des arrêts TGV. Pour l'avenir encore, la modernisation de nos lycées, de leurs bâtis, des équipements, mais aussi dans les lycées, le développement de toute la chaîne du numérique éducatif, l'achèvement du déploiement d'une liaison fibrée haut débit dans chaque lycée, le renouvellement des serveurs, la modernisation des réseaux locaux, le renouvellement d'un parc informatique de 40 000 micros, la mise en place d'un nouvel espace numérique de travail à la rentrée 2019 et la réflexion sur les contenus numériques des ressources pédagogiques. L'offre de formation conditionne aussi, bien évidemment, l'avenir de notre jeunesse. Les expérimentations conduites pour élargir l'accès à l'apprentissage avec l'ouverture depuis 2 ans aux 26-30 ans, la formule du 2+1 en bac pro cette année, qui rencontre un très grand succès, contribue à notre attractivité dans ce domaine. La région va également préparer sa jeunesse à trouver sa voie via l'orientation et les informations objectives et complètes, enfin via le plan d'investissement dans les compétences et son propre service public de la formation. La région va innover très fortement en matière de formation. Sur le très haut débit, indispensable au développement de tout notre territoire, outre son accompagnement financier des départements compétents, la région porte elle-même un réseau d'accès au très haut débit par voie hertzienne, adossé à son propre réseau de fibres qui servira de dorsale pour toute la région au 1er janvier 2019. Le sport aussi, il nous mène vers l'avenir, il nous conduit à voir loin, puisque nous avons forcément les yeux rivés vers 2024. Enfin, je voudrais dire, sur cette question de l'avenir, sur les fonds européens qui nous aident très fortement dans nos politiques tournées vers l'avenir, la fonction d'autorité de gestion transférée en 2014 nous oblige et nous tire vers des priorités stratégiques pour notre continent européen. Ce n'est pas toujours facile pour nos partenaires, je le concède, de distinguer ce rôle fait de contraintes réglementaires européennes multiples et de tracasseries administratives.
Mais sachons mesurer les financements apportés au développement de notre économie, de notre agriculture, de nos quartiers, de nos villes, de nos villages, de nos logements sociaux, de nos relations transfrontalières et de notre formation et de l'employabilité des plus démunis. Ce rôle, nous l'avons petit à petit apprivoisé. Les compétences techniques, nous les avons acquises. Cette plus-value des politiques européennes durables, innovantes et inclusives, nous l'avons reconnue et promue. C'est pourquoi je défends, comme tous mes collègues, un maintien de la place des régions comme autorité de gestion des fonds structurels européens. C'est par l'innovation que nous nous donnons les moyens de voir loin. Une innovation qui est dans toutes nos politiques publiques. Elle est technologique, soutenue auprès des laboratoires et des entreprises. Elle est sociale dans notre dialogue avec les organisations représentatives. Elle est démocratique, à l'écoute des citoyens, avec tout ce que nous faisons pour favoriser l'écoute citoyenne. Elle est aussi l'innovation avec l'hydrogène qui irrigue nos projets dans les territoires. Et la région veille à la soutenabilité financière de son projet, gage d'une capacité d'intervention durable. Voir loin, voir près. Une région qui soutient. Nous ne sommes pas la collectivité des solidarités, comme le sont les départements. Mais nous avons des leviers pour être au plus près de celles et ceux qui ont besoin d'être soutenus, habitants comme territoires. Nos tarifications, la gratuité des transports scolaires, nos lignes de bus à 1,50 €, les tarifs occasionnels des TER. Tout cela, l'extension aussi de la carte Avantage Jeunes à toute la région, qui va permettre à ses titulaires de voyager, se détendre, se distraire, se cultiver à des prix très intéressants. Tout cela allège le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Soutien auprès des associations durement touchées par la baisse des emplois aidés et qui assurent le maintien du lien social dans les quartiers de nos villes comme dans les campagnes. Soutien indéfectible à la culture et au sport, un engagement que nous avons à cœur de respecter. Je me réjouis de la bonne tenue récemment du Festival Idylle dans l'Yonne et dans le Jura, qui se poursuivra l'an prochain, je crois, dans le Doubs et en Côte d'Or. Soutien à l'économie sociale et solidaire, qui développe sur tous les territoires des services de proximité utiles à la création d'emplois locaux et à la délivrance de services répondant souvent à un enjeu de développement durable, ressourcerie, recyclage, aide à domicile. Nous dotons cette année le générateur de moyens supplémentaires pour que de nouveaux territoires bénéficient de ces initiatives économiques de proximité. Soutien sur le front de l'écologie aux acteurs de l'environnement et de la préservation de la biodiversité. Soutien pour moins de consommation énergétique, ce qui se traduit par des baisses de charges, qui ont donc une double vertu pour le bénéficiaire et pour notre climat. Soutien aux plus faibles, aux plus précaires, aux plus éloignés des circuits de formation, au sein de notre futur plan d'investissement sur les compétences, qui se fixe comme premier objectif de mobiliser différemment les publics à former, afin que nous parvenions à la fois à répondre aux immenses besoins en compétences des entreprises et à capter des publics qui restent trop éloignés de toutes les propositions de formation. Soutien bien sûr, mais nous en avons déjà longuement parlé aux agriculteurs, à la fois face à la conjoncture dramatique de cet été, mais aussi soutien face aux changements à opérer pour anticiper les aléas climatiques. Et soutien aux territoires. Y a-t-il un territoire de notre région qui, au terme des 35 contrats votés, se plaint d'un mauvais traitement par la région? Service à la population, développement économique, transition écologique, ces thèmes sont structurants partout et partout ont trouvé un écho dans nos politiques. Cette ambition pour l'avenir et pour le bien-être de nos habitants
eh bien nous la portons haut et fort, car elle repose, n'en déplaise à certains Cassandres, sur une très grande concertation avec tous les acteurs de notre société. Dernier exemple de cette concertation, saluée au niveau national comme exemplaire, la concertation menée autour du PIC, sous la responsabilité d'Océane Charest-Godard, que la ministre du Travail va venir saluer dans une semaine. De toute façon, la concertation, la coopération, c'est la marque de fabrique de notre majorité, et ça le sera jusqu'à la fin du mandat. Parce que la coopération fait partie intégrante des 17 objectifs de développement durable qui structurent désormais nos politiques. Pour terminer, je reprendrai, en saluant d'ailleurs le président du Césaire, qui est à nos côtés, une phrase d'un des conseillers lundi à l'Assemblée plénière du Césaire, qui a dit qu'il fallait absolument chercher des contributions justes pour reconstruire du commun dans notre société. C'est à quoi, bien sûr, la crise actuelle nous oblige. Et je terminerai en disant, Monsieur Sauvadet, la responsabilité nous oblige aussi à un respect mutuel. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans le répertoire de la fantaisie vos références politiques. Merci.